Donc, si vous avez une source sonore nuisante, nuisible, essayez de la désactiver, sinon changez de chambre. Comment allez-vous? Très bien, et vous, monsieur? Alhamdulillah. Puisqu'on on arrive encore à faire des rendez-vous, ça va bien. Ben oui, c'est ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Donc, je ne sais pas si vous avez certaines nouvelles par rapport aux examens, par rapport aux cours. Le ministère a dit qu'il va annoncer ça plus tard. Il a dit ça hier. Il avait dit ça hier. Bon, l'arrêt des envois des cours, ça va être pour le 23 mai. Le contact avec les étudiants, ça va se dérouler même pendant le mois de juin. Donc, pour les examens, c'est toujours un blackout. Il n'y a aucune information concernant les examens. Donc, il faudrait s'attendre, ou là, il faudrait attendre le ministère pour dire quelque chose à propos de ça. Oui. Ça fait, donc pour ceux qui ont des mémoires, ça va être avec leurs enseignants pour voir un peu comment les soutenances vont se passer. Mais pour vous, le 23, ça va être la dernière, disons, le dernier envoi. Je parle ici des enseignants qui vous ont déjà envoyé quelque chose régulièrement. Ça fait? Donc, ça, c'est pour les cours. Pour les examens, comme vous avez dit, il n'y a pas encore quelque chose de sûr par rapport à ça. Ça va? Allez, on commence. Alors, ce cours, ça va être un cours d'histoire des idées et des arts. Et je vais parler du dernier envoi que je vous ai fait, à savoir la querelle des anciens. Oui. La querelle des anciens des modernes, d'ailleurs. C'est qui est la source de ce bruit? Bon, ça fait, vous avez déjà les deux documents. Il y a un document en PDF, il y a un autre en Word. J'avais envoyé 3 documents. Donc, moi, maintenant, on va travailler 2 documents que je vais partager avec vous. Donc, je vais commencer avec le document Word. Vous le voyez? Oui. Donc, attendez. Vous voyez le document, c'est très bien. Donc, il est en vert, c'est bon. Donc, ça, c'est disons, j'ai concocté ce cours-là, ce document-là, à partir de mes lectures. Donc, la querelle des anciens et des modernes. Ça veut dire quoi une querelle, Bada? Une dispute. Une dispute. Mais ici, ça ne va pas être une dispute corporelle, ça va être une dispute par rapport aux idées. Aux idées. Par rapport aux idées. Il y a le XVIIe siècle, on va dire plus ou moins, c'est un siècle d'accalmie. Il n'y avait pas beaucoup de guerres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de guerre, mais il n'y avait pas beaucoup de guerres comme auparavant. Et donc, chaque fois qu'on installe une ère avec A-I-R-E et une ère avec E-R-E de paix, les idées, la littérature, la philosophie foisonnent. Donc, dans ce foisonnement, il y a eu ce qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes. Donc, il y a ceux qui disent que la production littéraire ou bien la production philosophique ne peut jamais se faire sans avoir recours aux anciens, à savoir l'Antiquité. Imiter l'Antiquité. Et tous ces Homère et tous ces gens-là. Sinon aussi, on ne peut pas faire de la création sans avoir recours à la mythologie. Donc, c'est une mythologie païenne.
Faites attention, il y a le mot païen. Je crois que vous l'avez déjà lu dans le texte. Païen, c'est-à-dire le contraire de religieux. Païen, ça veut dire le règne des dieux créés par l'homme. Créés par l'homme. Alors, Zeus et tout. Donc, on va dire que là, c'est une religion païenne. La religion païenne. Donc, il y a ceux qui disent ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer sans avoir recours à l'Antiquité. Il y a ceux qui disent tout à fait autre chose. Il y a ceux qui disent que non, on peut créer sans avoir recours à l'Antiquité. Alors, on a vu aussi que à partir du XVIe siècle, XVIIe siècle, et même avant, il y avait l'installation petit à petit de la religion chrétienne comme étant un des fondements de la création, on va dire, de la civilisation de l'entité française. Vous savez? La religion chrétienne. Alors, la religion chrétienne, que ce soit des protestants, que ce soit des catholiques, alors ce n'est pas disons, le débat aujourd'hui. L'important ici, c'est que la religion s'est installée comme l'un des fondements de la civilisation française. C'est pourquoi on peut revenir à la religion pour dire que tout ce qui est mythologie est contraire aux principes religieux. Donc, on est déjà dans ce débat. On peut dire que les religieux sont les premiers à avoir été des modernes, c'est-à-dire créés sans avoir recours à l'Antiquité païenne. Exactement. À l'Antiquité païenne. Alors, regardez par exemple, certains critiques littéraires contemporains analysent ces événements comme un éternel conflit des générations. Alors, c'est vrai, parce que là, c'est comme alors pour ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, les parents ne réfléchissent pas, ne pensent pas comme leurs enfants, parce qu'il y a un décalage générationnel. Et donc là, on nous taxe, nous, comme étant des vieux, et pour nos enfants, sont des modernes. C'est la même chose dans cette querelle-là. Il y a les jeunes, c'est-à-dire ceux qui veulent créer à partir d'une langue française, sans par ailleurs revenir à tout ce qui est grec, à tout ce qui est latin. Et il y a ceux qui disent non, la langue française telle qu'il est, c'est une langue vulgaire. C'est une langue vulgaire et il faudrait toujours que le latin soit là pour affiner la pensée, parce que la pensée ne peut être fine, ne peut être bonne qu'avec le grec et le latin. Alors que le français, c'est une langue tazanqa, presque, une langue vulgaire. Vulgaire dans le sens que ce n'est pas encore familier. Mais avec l'Académie française et tout, c'est en cours d'institutionnalisation, comme on l'a déjà vu dans un autre. Donc, vous avez une petite introduction dans laquelle on va revenir toujours à Richelieu et donc à l'Académie française. Maintenant, regardez les fondements de la querelle des anciens et des modernes. Des modernes. Donc, faites attention. Ne croyez pas que les anciens sont très vieux, les modernes sont jeunes. Non, ils ont le même âge, sauf que le principe fondateur de leur création est tout à fait différent. Si on prend par exemple Molière, et on prend d'un autre côté Racine, que vous avez déjà vu, vous allez voir que Racine, c'est un ancien, avec un A majuscule. Chaque fois qu'on écrit ancien et moderne, c'est avec un A majuscule. C'est comme s'il s'agissait d'un nom propre. Alors là, c'est un ancien. Pourquoi? Parce que dans ces pièces de théâtre, il y a toujours le recours à quoi? À l'Antiquité. Oui, à l'art antique. À l'art antique. Ce n'est pas à l'art antique, mais plutôt à la mythologie. À la mythologie. Oui. À la mythologie. Donc, c'est l'un des principes de quoi? Des anciens. Des anciens. Il y a le recours systématique à la rime, au vers. Au vers. Parce que toutes les pièces de théâtre de Racine sont en vers. Alors que Molière, par exemple, c'est tout à fait le contraire. Et lui, il ne s'attache pas vraiment à tout ce qui est antiquité, à tout ce qui est, on va dire, mythologie, mais intéressé à la petite gens, aux petites gens, au peuple. C'est pourquoi il y a étude des mœurs du XVIIe siècle chez Molière. Et
et ces pièces ne sont pas en vers, elles sont en prose. En prose, Donc, oui. une particularité aussi de quoi? De ceux qui sont, on va dire, anciens et ceux qui sont modernes. Donc, la querelle des anciens et des modernes oppose à la fin du XVIIe siècle les partisans du progrès. Les partisans du progrès sont ceux qui disent qu'on peut créer sans le recours à l'Antiquité. Ce sont les modernes. Vous savez? Donc, alors, moderne oppose à la fin les partisans du progrès qui professent l'excellence de l'innovation tirée de la langue française. La langue française, elle est là. Il faudrait l'affiner. Il faudrait la rendre comment? Fine. Illustre. L'illustration de la langue française. C'est-à-dire qu'il faudrait la rendre grande. Grande. Parce que la valoriser. Le lustre, c'est quoi? C'est, par exemple, les étoiles. Les lustres, ce sont les étoiles. Et vous, dans vos maisons, est-ce que vous avez des lustres? Oui, parce que ce sont quoi? C'est quoi les lustres ou un lustre à la maison? Les lampes? Les lampes, non, ce n'est pas les lampes. Là où vous allez mettre. Pour embellir la maison. Oui, donc c'est quoi? Un lustre. Tria. Ah oui, c'est ça. Illustrer la langue française, par exemple, c'est l'illustration. C'est un poète, bon, je ne me rappelle même pas de son nom, qui a dit l'illustration de la langue française, c'est-à-dire la rendre illustre, la rendre grande. Grande. Donc, on a cette possibilité. Pourquoi ne pas en profiter? Ça, c'est les modernes. Les anciens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais non, ce n'est pas une langue ce n'est pas une langue bien travaillée, ce n'est pas une langue qui a de l'histoire. C'est encore un bébé. Est-ce que je vais travailler avec un bébé? Alors qu'on a déjà quelque chose de grand, à savoir le latin. Le latin. Et le grec. Donc, les modernes, alors regardez, Charles Perrault. Si vous prenez Charles Perrault, par exemple, si vous prenez Charles Perrault et vous prenez La Fontaine, alors là, la première distinction, la première comparaison que j'ai faite, c'était entre deux dramaturges. Molière et Racine. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Un autre exemple, non, ce sont, on va dire, soit des conteurs, soit des fabulistes. Fabulistes. Les fables de La Fontaine d'un côté et les contes de Perrault. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Selon vous, qui est le moderne et qui est l'ancien? L'ancien, c'est La Fontaine. Pourquoi? Et Perrault, c'est le moderne. Pourquoi? Sans avoir recours. Parce que La Fontaine s'inspire de la mythologie. Zed, quoi encore aussi? Sur la forme? Les fables de La Fontaine, les fables c'est une réécriture. Sont à la rime. Sont en vers. En vers. Sont en vers. Alors que chez Perrault, ce sont des contes populaires. Ce sont des contes populaires et en prose. Donc, l'un des fervents modernes, c'était Perrault, Charles Perrault. Et l'un des fervents anciens, c'était par contre La Fontaine. Donc, les modernes ici, regardez, dont Charles Perrault, en tête avec Molière, affirme qu'au contraire, l'innovation est au cœur de la création littéraire et valorise les formes artistiques nouvelles. Et il refuse de prendre les anciens pour modèles. C'est un refus catégorique. Ce n'est pas que, regardez, ce n'est pas qu'il nie toute l'histoire littéraire ou bien philosophique venue de l'Antiquité. Non, mais ils disent qu'on peut faire aussi mieux. On peut progresser. On peut progresser. Donc, il progresse. Alors, ici, regardez, cette rupture avec l'héritage classique est proprement considérée comme un sacrilège dans la mesure où l'Antiquité s'avère en tout point indépassable. Pour les anciens, ils disent que on ne peut pas créer parce que la création s'est arrêtée à l'Antiquité. Nous, on ne peut faire que imiter. Les anciens. Donc, ici, si vous voulez un autre vocabulaire en quelque sorte, on va dire que les anciens, c'est-à-dire maintenant au XVIIe siècle, ceux qui privilégient l'Antiquité, sont des imitateurs. Et pour les modernes, on va dire qu'ils sont des créateurs. Alors,
Et les deux clans coexistent. Donc, c'est pourquoi, en même temps, il y aura forcément quoi? Querelle. Querelle, ouais. Il y aura forcément querelle. Donc, il y aura quoi? Il y aura une dispute des idées, une querelle des idées. Des idées. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose? Attendez, s'il vous plaît, monsieur, merci de faire entrer d'autres étudiants. Parce qu'ils sont, alors là, apparemment, ils sont dans la salle d'attente. Comment faire? Oui, alors, accepter toutes les demandes automatiquement. Oui. C'est bon? J'ai accepté toutes les demandes. S'il vous plaît, merci de faire entrer d'autres étudiants parce qu'ils n'accèdent pas aux réunions. Oui, ils n'arrivent pas. Donc, c'est bon. Apparemment, il y a quelque chose. C'est bon? Est-ce que les autres... On est que 7 depuis. Alors, pardon. Alors là, il y a ceux qui sont... Alors, admettre. Il y a ceux qui sont à la salle d'attente. Je sais Oui, pas monsieur, comment ça... parce qu'on n'arrive pas à Ah, c'est bon, rejoindre c'est bon. la réunion. Je suis en train de les Ah, accepter. voilà, ça commence. Oui, merci, Alors, je suis en monsieur. train de les accepter. Bon. Ouais. C'est bien. Alors. وبلاص ضاعت. C'est bon? C'est bon? Personne n'est à la salle d'attente? C'est quoi maintenant? Oui, je crois que c'est Bon, bien. ça vient d'un moment ailleurs. Oui, monsieur, oui. Ça fait. Donc, c'est bon. Mais si vous avez... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ce travail-là à ma place? Laissez-moi obligatoirement. Je crois que c'est vous, monsieur. Oui. Bon, alors, si vous êtes... Une fois que vous avez quelqu'un en salle d'attente, prévenez-moi par un message dans la conversation. Oui, monsieur, merci. Alors, Karima Al-Khakani, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, merci, monsieur, oui. Ah, c'est bon. Oui. Allez. Alors, on retourne à notre texte partagé. Alors, cette querelle est importante. Regardez ici, cette querelle est importante dans l'histoire littéraire, dans la mesure où elle engage les écrivains et les penseurs, les écrivains et les penseurs sur le chemin des Lumières qui s'épanouissent grâce à elle au siècle suivant. Parce que là, le siècle suivant, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, ça, on va l'appeler le siècle des Lumières, avec un L majuscule. Et cette querelle-là, ça s'est réalisé, ou là, il a été effectif vers la fin du XVIIe siècle. C'est presque, on est presque en train de préparer le siècle des Lumières, à savoir le XVIIIe siècle. Alors, regardez ici, il y a des étapes dans cette querelle. La querelle s'enracine précisément autour de la question du merveilleux. En effet, par la réaction contre l'abus du merveilleux païen dans la littérature épique. Donc, le merveilleux païen, ça veut dire quoi? Le merveilleux antique. Païen ici, c'est-à-dire antique. Dans ce cas, voilà, en effet, par réaction contre l'abus du merveilleux païen dans la littérature épique, certains, tels des marques de Saint-Sorlin, dans ses préfaces, de Clovis, et puis défendirent l'idée de la supériorité du merveilleux chrétien, inspiré de la Bible et de l'histoire religieuse. C'est-à-dire, pourquoi aller aussi loin et aussi loin vers l'Antiquité, alors qu'on peut, à partir de l'héritage chrétien, aussi créer des histoires merveilleuses. C'est-à-dire que la fable, faites attention, ici la fable, ça ne veut pas dire la fable al-Hajjaya, ça veut dire l'histoire. Parce que le mot fable vient de fabula qui veut dire histoire. Alors pourquoi aller chercher la fable antique alors la fable antique avec tous ces principes, à savoir le merveilleux païen, ainsi de suite, et le recours à la mythologie, alors qu'on peut aussi inspirer la Bible. Presque mieux avec quoi? Avec la Bible. Si vous voulez faire des histoires, il y a plein d'histoires dans la Bible qu'on peut exploiter. Alors faites attention ici. C'est ce que vont faire aussi les peintres.
il y a des peintres qui vont faire quoi? Ils vont profiter de l'Antiquité pour peindre. Et donc là, ça va être, on va les caser dans tous, on va les caser aussi dans le cadre des antiques, des anciens, pardon. Mais aussi, il y a ceux qui vont profiter des épisodes bibliques, des épisodes, قصص. Oui. قصة بالعربية بالفرنساوية سميتها épisode. Quand je suis en train de parler القصص القرآنية والقصص اللي كاينين في الإنجيل. Épisode. C'est-à-dire quand je parle, si je dois parler de قصة نوح, je vais dire en français l'épisode de Noé. Donc, l'épisode de Noé ou l'épisode de Jésus ou l'épisode d'Abraham. Des autres apôtres ou bien des autres prophètes, on peut facilement les intégrer dans nos histoires et ils deviendront aussi merveilleux. Alors, regardez, quand l'eau devient vin, ça c'est dans la Bible. Cette action-là, cette métamorphose, ce changement est merveilleux. Alors pourquoi ne pas en profiter? La multiplication du pain, chez les chrétiens, il y a la multiplication du pain. Jésus, à un certain moment, va poser un bout de pain. Oui. Avec le bout de pain, grâce à Dieu, grâce à l'intervention divine, est-ce qu'on va avoir la multiplication du pain? N'est-ce pas ici un épisode merveilleux qu'on peut insérer dans nos histoires? C'est-à-dire que le fond merveilleux, on ne va pas seulement le trouver dans l'Antiquité, on peut aussi l'intégrer, ou là, on peut aussi le trouver dans notre héritage chrétien. Dans notre héritage chrétien. Alors, regardez ici, vous allez aussi avoir dans ce paragraphe-là tout ce qui concerne cette idée que je viens de développer par rapport, c'est-à-dire le merveilleux chrétien et le merveilleux païen. Alors, regardez ici, il y a les étapes. La deuxième étape, c'est celle-ci. On appelle ça l'affaire des inscriptions. L'affaire des inscriptions. C'était entre 1676 et 1677. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette inscription? Alors, regardez, relance le débat, que choisir, du latin ou du français? Ornant les monuments du règne de Louis XIV. Donc, on a Louis XIV qui a, on va dire, qui a commandé certaines créations artistiques. Oui. Maintenant, comment, avec quelle langue va-t-on inscrire sur ces pierres? Est-ce que ça va être en latin ou bien en français? Donc, l'affaire des inscriptions relance le débat, que choisir, du latin ou du français pour les inscriptions ornant les monuments du règne de Louis XIV. Donc, vous avez des châteaux, vous avez les palais, vous avez les jardins, vous avez donc, tous ces monuments créés à la demande ou sur la demande de Louis XIV, il faudrait leur donner des inscriptions, il faudrait donner des noms, des titres. Est-ce que ça va être en français ou bien en latin? On tranche en faveur de la langue française. Donc, l'excellence ne peut plus être mise en doute. On a déjà une académie française. On tranche en faveur de la langue française quand notre silence ne peut plus être mise en doute. La société cultivée se scinde en deux clans. Et l'opposition grandit entre, d'un côté, les doctes, c'est-à-dire de l'académie, les écrivains classiques, voilà le Racine, La Fontaine, Bossuet et La Bruyère. Là, Hadleno Hadou, sont les anciens. Les anciens, les classiques. Tous ceux qui militent pour une littérature nourrie de culture humaniste. Et de l'autre, des poètes galants, des esprits, alors les poètes galants, des esprits curieux, comme Perrault ou Fontenelle. D'ailleurs, Fontenelle Hada, elle va être intégrée à l'Académie française. Et donc, une fois que Fontenelle
l'un des fervents défenseurs de la modernité, des modernes, va être introduit à l'Académie française, les modernes vont trouver une voie, vont avoir une voie à l'intérieur de l'Académie française pour dicter aussi leur commandement. Donc, et on va avoir les résistances. Donc, dans chaque querelle, il va y avoir une résistance ici, helléniste. Ça veut dire quoi, helléniste? Un helléniste. Les défendeurs du latin. Vous savez, les défendeurs du latin. Helléniste. Charpentier tranche en faveur de l'évolution en affirmant l'excellence de la langue française. Un débat plus profond commence avec Charles Perrault, ainsi de suite. Donc, vous allez avoir. Et puis, vous avez toute l'historique, en quelque sorte, de cette polémique, de cette querelle. هذاك غادي تكليكي عليه، غادي تطلع لك واحد لابوند بيضاء، كليكي عليها فيها اكتيفي لو صون باش تقدري تسمعي. صافي كملتوا؟ Donc, faites attention ici. Vers 1750, l'ensemble des problématiques de la querelle n'est pas encore dépassé, mais le débat a nourri l'émergence du mot et de l'idée de littérature, avec un statut d'écrivain rendu plus digne par le lien de ses œuvres avec l'opinion publique. L'esprit de création s'est opposé à la seule autorité sur le plan religieux, politique et sociologique et a fait bouger le siècle par les belles lettres. Regardez, avant, on parlait surtout des lettres, les lettres, l'adab. Le mot littérature n'était pas très employé. À partir de là, on va avoir le mot littérature qui va petit à petit prendre une place assez importante dans le monde des lettres. Il y a aussi autre chose, l'esprit de création. Il y a aussi autre chose, on a déjà vu que le XVIIe siècle, et vers la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, c'est aussi le règne de l'esprit. L'esprit de création. L'esprit. En réaction à quoi? Ou la contre quoi? En réaction contre l'esprit religieux, ou là la religion. Parce qu'avec la religion, depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVe siècle, XVIe siècle, on ne donnait pas assez on ne donnait pas beaucoup de liberté à l'esprit. Avec l'avènement du XVIe siècle, XVIIe siècle, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une tendance à séparer ce qui est séculier de ce qui est divin ou religieux. Et l'esprit est en train de se libérer. L'esprit est en train de se libérer. Donc, l'esprit de création s'est opposé à la seule autorité sur les plans religieux, politiques et sociologiques et a fait bouger le siècle par les belles lettres. Cet affrontement a su se donner une expression mondaine à travers les siècles, à travers les cercles jansénistes et les salons littéraires ou philosophiques. On a déjà vu autant de cases d'écho que Voltaire exalte dans son poème Le Monde. Alors, regardez ici Charles Perrault. Charles Perrault, à la suite, et il ne reste même pas 3 minutes, juste après l'expiration de ce premier rendez-vous, 5 minutes, on va faire notre prière et je reviens avec un autre rendez-vous. Je vais envoyer le rendez-vous à Abdelhi qui va vous distribuer ça. Ça fait? Oui, ça marche. Donc, à la suite de démarche, Charles Perrault reprit le flambeau de la défense des modernes et de la libération de la littérature de l'influence antique. Alors, le 27 janvier, il présente à l'Académie un vaste poème, Le siècle de Louis le Grand.
dans lequel il critique ouvertement les anciens. Et là, vous avez quoi? Vous avez un extrait de ce long poème lu par Charles Perrault à l'Académie française. Il professe un droit d'inventaire dans le champ classique. Alors faites attention, regardez. La belle Antiquité fut toujours vénérable. Vous savez, elle était vénérable. Je ne dis pas le contraire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup puisé de l'Antiquité. Ouais. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, mais il faudrait maintenant passer à autre chose. Ouais. Donc, la belle Antiquité fut toujours vénérable, mais je ne crus jamais qu'elle fût adorable. Vénérée, adorable, c'est-à-dire que je ne veux pas l'adorer. Adorer, on emploie le mot adorer pour dire l'amour qu'on a envers Dieu. On ne dit pas j'aime Dieu en français, mais j'ai dit Abdullah, j'adore Dieu. Abdullah, j'adore Dieu. Donc, mais il n'était pas aussi divine que ça puisse être. Je vois les anciens sans plier les genoux. Oui. Parce que quand on est devant Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me prosterner. Je vais me prosterner. Et après la prosternation, recours, il y a la génuflexion, sujoud. Et à qui on fait la génuflexion et à qui on fait, à qui on se plie? À Dieu. À Dieu. Donc, regardez, je vois les anciens sans plier les genoux. Ils sont grands, oui, ils sont grands. Il est vrai. Mais hommes, comme c'est-à-dire que puisqu'ils sont des hommes et nous sommes des hommes, on peut aussi penser à faire autre chose que ce qu'ont déjà fait certains hommes. Oui. Ce ne sont pas des dieux. Et l'on peut comparer sans craindre l'être injuste, le siècle de Louis au beau siècle d'Auguste.